France Maghreb 2. À la une de ce grand forum, les États-Unis hier annonçaient ne plus considérer les colonies israéliennes comme contraires au droit international. Pensez-vous que la normalisation de la colonisation israélienne est en route? On en parle dans un instant avec vous au 01 40 33 9000. Question à laquelle vous répondez sur Facebook, France Maghreb 2, sur Twitter, le grand forum FM2. On en débat avec Abdeslam Itache, avec Philippe Boyaki et Rudy Kazi qui seront avec nous, bien entendu. Le zapping à ne pas louper. Gilets jaunes, étudiants, les Français semblent de plus en plus nombreux à crier leur mal-être. Le collectif Alerte interpelle le président de la République Emmanuel Macron. On en débat tout à l'heure avec nos chroniqueurs et vous également au 01 40 33 9000. À suivre aussi la bataille des deux premiers dans le quiz en fin d'émission avant 18h. 16h-18h, le grand forum sur France Maghreb 2, 16h-18h, avec Christophe Fro. L'islam. L'accompagnatrice est voilée. La question du voile islamique. Le débat autour du voile. Le port du voile. La religion islam. Sur ce sujet du voile. Le port du voile. Un voile. Le port du voile. Qu'une femme voilée. Du voile. 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 Le grand forum, merci d'être avec nous et en direct sur votre radio jusqu'à 18h. Ravi de vous retrouver. C'est mardi aujourd'hui, nous sommes le 19 novembre et je voudrais, tout comme l'émission précédente, dédier cette émission du grand forum à Fares, ce jeune homme de 13 ans qui a été victime d'une énorme erreur médicale à l'hôpital Interco de Créteil, visiblement l'année dernière. Une marche blanche est organisée à l'appel de ses parents, de sa maman Jamila, au départ du collège Condorcet ce dimanche 24 novembre à 13h30, en empruntant les bords de Marne direction l'Interco de Créteil. Pour cette marche blanche dimanche, on compte sur vous évidemment pour soutenir la famille et pour bien demander justice, bien entendu, dans cette affaire terrible. Pour m'accompagner aujourd'hui, Philippe Boyaki, comment ça va mon Philippe? Bah écoute, ça va très très bien. On a eu un moment d'émotion énorme puisqu'aujourd'hui c'était la cérémonie religieuse pour Patrick Desmet, notre ami franco-belge de Villeneuve-le-Roi qui nous a quittés. À qui tu as rendu hommage la semaine dernière. Tout à fait, et tous ses amis, toute la famille était là. C'était très beau, c'était très émouvant. Et voilà, c'est grandiose, chapeau à tout le monde et merci parce que de là où il est, je sais qu'il a été très heureux. Philippe Boyaki d'Europe Écologie Les Verts. Rudy Kazi était là hier, il est encore là aujourd'hui. Salut mon Rudy. Ouais, fidèle au poste. Hein. Rudy Kazi, les forces républicaines toujours en force. C'est ça. Oui, toujours en force, bon, très bien. et toujours présent. Monsieur Abdeslam Itache, qui est avec nous aussi, élu centriste dans le 93. Oui. 95, 93. Non, 93 voilà. Et investi pour les municipales dans chef de file. C'est ça. Oui. Quelle ville? Goussainville. Voilà monsieur. Voilà prévenu. Hein. Alors il va y avoir un quiz d'une haute importance tout à l'heure en fin d'émission parce que Abdeslam Itache et Philippe Boyaki sont caracol en tête, plutôt c'est Abdeslam qui est en tête, mais de très légèrement. D'un demi-point. Enfin j'ai été volé la dernière fois. Oh là 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 là. Donc, je devrais pas dire moi. Ça veut dire que aujourd'hui, il y a quand même un enjeu terrible. Si Boyaki gagne le quiz, il passe devant Abdeslam Itache, qui serait la première. Une première fois. Attends. Jamais. Mais, oui, bien sûr. Parce que vous avez quand même triché plusieurs fois. Vous avez donc il se charrie depuis ce matin évidemment de messages interposés qu'on ne révélera pas ici à l'antenne parce que de peur de choquer nos auditrices auditeurs. En tout cas, Rudy est lui tranquillement au milieu, au centre, tranquillement, et va observer cela, et peut-être même perturber d'ailleurs, hein. Oui, j'ai vu les arbitres aujourd'hui, voilà. Non, mais tu peux aussi leur prendre la victoire, t'as le droit. T'inquiète pas, ça comptera pour le goal average, tout cela. Peut-être qu'il y aura des petites facilités, alors peut-être là, je sens une petite l'animateur en chef est incorruptible. Cache ta feuille, elle est en train de gloucher sur la feuille. Non, vous inquiétez pas. De toute façon, il y a un bakchis sous la table. J'ai un truc extraordinaire, c'est que les amis, sachez-le, je tiens à vous le dire, personne, mais absolument personne ne peut me lire. Voilà. Ça, je peux vous le certifier. C'est une écriture de médecin. Voilà, c'est ça. Personne ne peut me lire. Donc, tout va bien. Je peux mettre même ma feuille là, voilà, ici. Personne pourra la lire. Donc, tout va bien. 01 40 33 9000, les amis, il faut qu'on se parle parce que les choses ne vont plus. Ou plutôt, les choses sont en train de se normaliser, mais pas franchement dans le bon sens. À en croire cette question. États-Unis, hier. Ils ont annoncé ne plus considérer les colonies israéliennes comme contraires au droit international. Pensez-vous que la normalisation de la colonisation est en route? C'est ce qu'on peut évidemment se poser légitimement comme question et vous êtes 86% à le penser sur Facebook, France Maghreb 2. Vous votez aussi sur Twitter, le grand forum FM2 et en nous appelant au 01 40 33 9000. Abdeslam Itache,
franchement, c'est à ne plus rien de comprendre. Alors pour relayer, c'est Mike Pompeo, le secrétaire d'État, qui a fait savoir que Washington ne considérait plus les colonies israéliennes en Cisjordanie contraires au droit international, à l'encontre de l'ONU et d'une grande partie du international. Après avoir examiné soigneusement tous les arguments de ce débat juridique, nous concluons que l'établissement de colonies de civils israéliens en Cisjordanie n'est pas en soi contraire au droit international, a déclaré de la chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, le 18 novembre. Donc, sachez quand même qu'il est intéressant de constater les occupations de territoires palestiniens sont au contraire jugés depuis 1967 illégales par l'ONU et une grande partie de la communauté internationale. Cette décision pourrait être interprétée quand même comme un coup de pouce au Premier ministre Netanyahou, Premier ministre sortant, qui avait proposé d'annexer une grande partie de la Cisjordanie d'annexer une grande partie des colonies de Cisjordanie occupées. Ce dernier a d'ailleurs salué la position exprimée par Washington. Cette décision, a-t-il dit, est le reflet d'une vérité historique que les Juifs ne sont pas des colonisateurs étrangers en Judéo-Samarie, utilisés en Israël pour désigner la Cisjordanie occupée. Nous sommes appelés, a-t-il rappelé, à Juifs parce que nous sommes le peuple de Judée, a-t-il déclaré dans un communiqué. Je signe évidemment Netanyahou. Abdeslam. Alors Christophe, tu parles de l'ONU, ce machin qui ne sert absolument à rien. Ce qu'avait dit De Gaulle, oui. Ou justement, c'était De Gaulle qui l'appelait le machin. Alors, juste à savoir qu'à chaque fois que l'ONU a pris des décisions, à chaque fois, les États-Unis ont apposé leur droit de veto. Le veto, c'est encore une autre histoire, et ça peut faire l'objet d'un débat. Est-ce que tu parles de cette ONU qui justement est partie en guerre sur un propos mensonger, sur des armes de destruction massive? Je doute de la crédibilité de l'ONU. Aujourd'hui, personne ne croit à l'ONU. Et de toute façon, toutes ces résolutions qui ont été violées de façon manifeste par Israël, ça n'a jamais indigné personne, ça n'a jamais choqué personne. Et aujourd'hui, vous vous étonnez de voir l'Amérique, l'État d'Amérique, les États-Unis d'Amérique, j'allais dire les États-Unis d'Israël. Oui, non, mais c'est courageux, c'est très rare d'entendre d'Israël. Ça va vite et fort là. Ah non, mais je l'assume complètement. De toute façon, ont toujours œuvré dans ce sens-là. Il n'y a eu qu'une fois où les Américains n'ont pas apposé leur droit de veto. Ils l'ont payé cher derrière, puisque vous savez que il y a un lobby très puissant qui s'appelle l'AIPAC aux États-Unis, qui justement est faiseur de roi et décide qui doit être président ou pas. Et vous vous posez certainement la question de savoir si Hillary Clinton était passée, est-ce que ça aurait été différent? Ça aurait été pire. Ouais. Ça aurait été pire. De toute façon, le sort des Palestiniens qui leur est réservé aujourd'hui est le même. Qu'est-ce qu'il leur reste aujourd'hui ? Et le même des Indiens d'Amérique qui ont été complètement éradiqués et aujourd'hui se retrouvent dans des colonies, dans des réserves. Vous vous rendez compte ? Dans des réserves. On parle de réserves un petit peu comme à l'identique de certains animaux en voie de disparition que l'on conserve dans des réserves pour justement pour éviter leur extinction. On a chassé les Indiens d'Amérique de leurs terres. Aujourd'hui pour justement développer les États-Unis d'Amérique tels qu'on les connaît aujourd'hui, mais alors c'est pas à eux de donner des leçons de morale ou de bon comportement. C'est un État va en guerre qui a toujours semé le désordre. Rappelez-vous, on va parler 2 secondes de l'Irak, si tu permets, Christophe. Souvenez-vous que à l'époque, on avait armé Saddam Hussein pour faire la guerre à l'Iran pendant 10 ans, la guerre Iran-Irak, qui était un État laïque, un État fréquentable, où Saddam Hussein était reçu en grande pompe partout dans le monde. Et que lorsque cette guerre Iran-Irak s'est terminée, on s'est inquiété de l'armement de Saddam Hussein. Lorsqu'il a envahi le Koweït, il avait eu des signaux de la part de la CIA disant allez-y, on ne vous embêtera pas. Et juste après, on lui tape sur la gueule et vous connaissez la suite de l'histoire. On a complètement déstabilisé la région. Donc après l'Irak, la Syrie, après la Syrie, la Libye, moi je me pose la question à savoir quel est le prochain pays de la région à être déstabilisé. Donc la crédibilité de l'ONU, on oublie. Les leçons morales et les propos des États-Unis d'Amérique ou les États-Unis d'Israël, je n'y crois pas. À un moment, il n'y a aucune morale derrière tout ça. Ils sont pas immoraux, ils sont amoraux avec un A privatif.
Donc, permettez-moi. Enfin, moi, je suis surpris par votre étonnement. T'es en colère? Ah, mais complètement. Mais je suis en colère. Mais c'est évident. Il y a un agenda qui se déroule. Et c'est celui-là. C'est aujourd'hui de priver les Palestiniens d'une terre. Qu'est-ce qu'il leur reste aux Palestiniens pour résister aujourd'hui? Que leurs yeux pour pleurer. Ouais. Rudy. Bien, effectivement, c'est pas une surprise tout ce qui est en train de se passer. Je dirais même que depuis l'arrivée de Benjamin Netanyahou au pouvoir, il y a eu sans cesse, on va dire, la volonté d'avancer un petit peu plus sur le territoire palestinien. Mais l'enjeu, en fait, à son arrivée, c'était en principe de garantir en fait l'établissement d'un État palestinien tel que cela avait été négocié, que ce soit par les accords d'Oslo ou même plus vieux que ça, hein, puisque ça a toujours, il y a toujours eu des discussions pour qu'il y ait un État palestinien au même titre qu'il y ait un État un État israélien. Sauf que son objectif officiel était celui-ci, mais officieusement, on a toujours vu se développer effectivement des colonies en territoire donc cisjordanien. Ouais. Aujourd'hui, on en compte, en tout cas officiellement 130, il y a des poussières 132, je sais pas combien, et puis il y a les colonies sauvages qui sont autour d'une centaine. Et ce qu'il y a de plus frappant, c'est que ces colonies font l'objet en fait finalement d'industrialisation, d'urbanisation, d'infrastructures qui permettent en fait à se développer normalement et qui entrent dans le droit israélien qui annexe effectivement pas qui annexe mais qui permet à des colonies de se développer, mais qui lui n'est pas reconnu par le droit international. Et je rappelle que la colonisation du point de vue du droit international, même si c'est un droit qui n'est pas entre guillemets souverain vis-à-vis des États, est quand même une violation de la 4e Convention de Genève. Donc il y a effectivement cet agenda effectivement qui est en train de se dérouler et qui fait pas sourciller grand monde sur on va dire parmi les États membres de l'ONU. Donc le problème aujourd'hui, c'est qu'en face de ça, on a une population qui est totalement atteinte par les conséquences de cette colonisation. Donc de plus en plus de précarité, de plus en plus de morts aussi, sans compter aussi les représailles de part et d'autre pour grappiller on va dire dans cette lutte d'influence un petit peu plus d'affirmation, un peu plus d'autorité sur le territoire. Moi, ce que je me dis, c'est qu'aujourd'hui, là on parle de normalisation de la colonisation, hein. En fait, il y a pas à en parler de normalisation, puisqu'en réalité je veux dire, cette colonisation, elle a toujours existé, en fait. On encourage cette et d'ailleurs, politique. même ce qui est étonnant, c'est que lorsque vous regardez des images sur cette région, ça a l'air normal, quoi. On se croirait sur la croisette au bord de Nice, à Nice, quoi, au bord de l'eau, quoi. C'est comme si, en fait, il se passe rien de grave, en fait. Alors que pourtant, il y a des populations qui sont niées même dans leur, exactement, qui sont niées dans leur humanité. Ouais. Et c'est ce que je trouve dommage et détestable. D'autant plus qu'on est quand même au 21e siècle, que ces pratiques de colonisation qui appartenaient effectivement à des régimes en guerre, en fait finalement on retrouve ces mêmes barbaries aujourd'hui. Alors effectivement tous les discours qui se veulent humanistes, la déclaration universelle des droits de l'homme, le souci effectivement à ce que chaque État puisse bénéficier d'une démocratie, là franchement on y est loin, et ce que je trouve dommageable, c'est une forme d'hypocrisie, une forme d'omerta. On avance un pied, on recule de l'autre. Même des États membres, ça peut être la France, qui effectivement peut un peu tacler aussi Israël, mais sans plus, quoi. Et en même temps, d'un point de vue du droit international, il n'y a pas de souveraineté du droit international. Aucune résolution n'a été respectée par Israël. Je veux dire, la France est présente, présente sur tous les continents. Elle est présente en Guyane, elle est présente dans l'océan Indien. Enfin, voilà, et elle a aussi fait l'objet de reprises à l'ordre par la communauté internationale, mais on y est toujours là-bas. Philippe Bouriaki, en fait, aujourd'hui, on est en train de dire continuer de coloniser, c'est normal, il n'y a rien qui l'interdit. J'ai envie de te dire, il y a la première puissance économique mondiale et la première puissance militaire mondiale qui lui autorise. Donald Trump a quand même envoyé sa fille et son gendre l'année dernière à l'inauguration de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, qui est censée être en dehors de toute récupération d'un État ou d'un autre. Je continue à dire quand même que l'État palestinien n'existe toujours pas, puisqu'on parle d'autorité palestinienne, et que pour vivre sereinement en Israël, il faut que leurs frères et leurs voisins palestiniens aient leur État.
Il y a Aujourd'hui, une représentation à l'ONU quand même. Ils ont un siège Ouais. à l'ONU. On peut pas dire que Comme c'est un membre État observateur. dès lors que membre dès lors qu'ils observateur, ont une c'est pas- représentation. Comme le Vatican. non mais c'est pas un État. Non, On est c'est bien pas- d'accord. c'est pas un État. Ils sont considérés comme tels. Oui, non, mais enfin, bon, ils sont ouais, considérés comme d'accord. tels. La France ne l'a toujours pas Oui, mais en reconnu. fait, Bah, si tu veux- l'Organisation des Nations. Voilà, le en- Sénat et l'Assemblée nationale l'ont fait, mais Ouais, mais en fait, si tu veux, on peut pas ne pas les considérer comme tels et en même temps les considérer. Le Vatican est un État. Voilà. attention, je ne dis pas l'identique. que ce n'est pas un État. Je dis qu'aujourd'hui, Bah, si, c'est ce que t'as dit. non, je dis, Mais si, Philippe. alors, je dis que les puissances aujourd'hui qui peuvent Non, mais il a raison. demain faire basculer d'un côté comme de l'autre ne reconnaissent pas la Palestine comme un État. Oui. Ils le reconnaissent Ah oui. comme une autorité. Voilà. Ah oui, la Palestine, D'accord. oui, mais pas Israël. Non, non, on parle pas. La Il a pas parlé d'Israël, il a parlé de la Palestine depuis tout à l'heure. Ouais, non mais Rudy, il Non, était t'as ailleurs. parlé, il a parlé d'Israël, hein. Non, Non, Rudy Kazi. j'ai parlé de la Palestine. Bah, J'ai s'il dit vous la plaît, Palestine. non, J'ai non. dit non, j'ai parlé de Non, l'autorité on parle- palestinienne. alors, mais si c'est alors, la Palestine, avançons, on est avançons. d'accord, mais bien sûr, Et la tu es d'accord Palestine, qu'il c'est siège à évident. l'ONU. Non mais Oui, 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 d'accord. non mais c'est pas ça ce que je suis en train de te dire. Je Je suis en train de te dire que tu as un président des États-Unis qui est un 20 ans de guerre et qui a besoin d'être réélu et qui a besoin d'être réélu comment? C'est un État va en guerre. Et Non. juste avant lui, c'était la même chose. Non oui, mais Avec- je parle avec du Barack réel Obama. actuellement. Ouais, avec Non, les Bush, avec avec Obama, Bush, je parle- avec je parle- Clinton. Je parle, non, Clinton, il avait fait les camps David, il y avait une vraie avancée, il y avait Shimon Peres à l'époque. Oui, et et Jack malheureusement, Rabin qui a été assassiné par un Voilà. Israélien. Tout à fait. Oui, oui. Oui, Shimon Clinton Peres, avait et permis Jack quand même des Rabin, grosses et avancées, il y a eu- quand même. il y a eu de réelles avancées, sauf que ça a été stoppé net par, malheureusement, la mort de cet homme qui était juste un partisan de la paix. Enfin, qui a été terroriste à son époque aussi, bien avant. Non mais attends, Abdeslam, tu peux pas Oui, construire sur uniquement un champ de guerre tout le temps. Donc il y a un moment donné, il faut On va pas reconnaître. dire ça aux Palestiniens. hein. Non mais Ouais, bien sûr. attendez, vous faites quoi comme procès là On fait pas de procès. Non, mais j'aimerais finir mes propos s'il Oui, vous plaît. allez-y, monsieur Euh, Jory. je voudrais dire avant la que- création que d'un État ils a- sioniste, il a été terroriste. Il- Il a posé des bombes, ce monsieur. Il faisait partie Donc, de la il faut- Haga, la Nagila, et effectivement, c'était une organisation reconnue terroriste, mais par qui? Par l'occupant qui était anglais. Donc voilà, aujourd'hui on reconnaît certaines organisations, on les traite, ou on les qualifie de terroristes Oui. par l'État colonial, qui est aujourd'hui Oui. l'État Qui israélien. sont souvent des mouvements de résistance. Je voudrais juste finir. La Nagila était aussi un mouvement de résistance. Donc on peut pas dire De résistance pour un État qui on peut pas n'existe dire on peut pas dire que le Hamas ou le Hezbollah sont des États sont des résistances et pas des groupuscules terroristes et dire que la Nagila était uniquement un groupe. Donc tu contestes le groupuscule. statut du Hamas comme mouvement terroriste. C'est ce qu'il dit. Tu entends ce que je dis? Non, mais je te C'est-à-dire pose que tu une ne peux question. pas qualifier à un moment Je te donné la pose une Nagila question, de Philippe. dire que c'était Philippe, le un Hamas groupe est un terroriste. mouvement terroriste ou un mouvement de Je- résistance Laisse-moi finir. Non, mais je te pose une question. Laisse-moi finir mes Mais c'est propos. juste une question. Elle est pas dure. Impressionnant. Je dis, tu ne peux pas qualifier quelqu'un de terroriste d'un groupe. Mais moi, je te qui est pose assis une en question. résistance, Mais Le Hamas, c'est un mouvement terroriste ou un mouvement de c'est un résistance mouvement populaire. C'est un mouvement de palestinien résistance ou qui terroriste se bat pour les droits du peuple palestinien. Donc, c'est un Élu, mouvement de élu, résistance. élu C'est un démocratiquement. Hein. C'est un mouvement de Précisons-le. résistance comme la Nagila qui était un Et le mouvement de Hezbollah. résistance. Mais je te dis que moi, tous ceux et toutes ces... Attends, le Hezbollah, on parle du Liban là, on Oui, parle oui, pas... on parle du Liban. Non, ça c'est deux choses D'accord. différentes quand même. D'accord. Mais Non, mais parce que le Liban Hezbollah, est bombardé par Israël, tu Non, le sais ça. tous les États sont en train de subir, tous les États connexes à Israël sont en train de subir l'influence des Israéliens et des Américains. Et viol de l'espace aérien. Oui. Évidemment. Oui. Évidemment. Oui. Évidemment. C'est clair, net et précis. D'ailleurs, on parle très peu des avions israéliens financés par la diaspora internationale, y compris par Coca-Cola, McDo et compagnie, parce que faut revenir à l'origine, la genèse, elle est là, c'est le pognon. Donc je suis en train de dire que, je reviens à la base, que la Palestine est aujourd'hui sous perfusion et décision unilatérale des Israéliens et des Américains. Donc si tu me dis si on assiste à une moralisation des colonies, je vais te dire que c'est pas fini, c'est que le début. Donc elle est en route cette colonisation. Normalisée. Mais de toute façon, elle est déjà Mais de toute actée, façon, Benjamin validée. Netanyahou, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit pas plus tard que hier, comme quoi la prochaine étape, c'est l'annexion des colonies les plus représentatives, en tout cas. Ouais, Donc, ouais. Complètement. il est en Et train la France d'avancer là-dedans. petit à La petit. France, elle est silencieuse, la France. Bah, pour le moment, Attends, ils sont pas prononcés. tu as vu mais dans le courant de l'année, il y avait. Si, ils sont prononcés. Tu as vu le communiqué du Quai d'Orsay la semaine dernière.
qui condamnait. Oui. Non, mais par rapport Qui condamnait quoi par rapport à ce que Qui Trump condamnait a quoi dit. Les tirs de roquettes. C'est ça. Voilà. C'est ça. Sauf que d'un côté, et bien sûr, je peux entendre qu'on peut tout à fait condamner les tirs de roquettes, parce que les roquettes, c'est pas pour vendre des fraises Sagada, mais ça tue. Mais de l'autre côté, tu as aujourd'hui plus de 160 morts, passés sous silence, et des familles avec des enfants. Donc, moi, 34 en 48 heures. c'est ça. À Gaza. C'est ça. Voilà. Donc à un moment donné, la France, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle a pris position. C'est une prison à ciel ouvert. Ouais. Voilà. Alors, on accueille Fauzi qui nous appelle de Toulon, les amis. Il est loin, oui, dans le sud. Salut Fauzi. Ah bah il est parti. Voilà. Salut mon Fauzi, à bientôt. Toulon, c'est vrai que c'est très loin. Fallait se connecter. 01 40 33 9000. 870 km exactement. Exactement. Si vous souhaitez évidemment prendre la parole, vous aussi vous avez des choses à dire dans cette discussion que nous avons aujourd'hui autour de Boyaki, de Monsieur Kazi et de Abdeslamitash. Vous nous appelez évidemment pour prendre la parole parce que votre avis nous intéresse. Le peuple a la parole dans cette émission, vous le savez, et vous votez aussi à cette question. Est-ce que la normalisation de la colonisation en Israël est bel et bien en route? La question est posée. Vous y répondez. Vous êtes 86% à dire oui. Il y a quand même 16% qui disent non. Donc voilà, on se demande pourquoi ils disent non. Et d'ailleurs, j'aimerais bien savoir s'il y a des gens qui nous écoutent, qui pensent que non, c'est pas en route, tout va bien, et qu'ils nous appellent parce que on doit discuter ensemble. C'est le moment que l'on se parle, les amis. Allô, bonjour. Allô, bonjour, Abdel à l'appareil. Salut Abdel. Comment ça va, mon Abdel? Ça va et toi? Bah ça va très bien. On t'écoute, Abdel. Ceux qui ont cru que les États-Unis d'Amérique et Israël ont toujours voulu rendre service et rendre la Palestine aux Palestiniens sont bien des naïfs et des grands naïfs. Tu connais ma position, je te l'ai toujours dit. Il faut savoir une chose, c'est que c'est depuis 80 ans, je dirais, on va dire ça dure 50 ans à peu près, que les Américains et les Israéliens en tout cas ont toujours eu l'objectif de prendre toute la Palestine. Toute la Palestine. Et dans 20 ans, moi je dirais 15 ans. Dans 15 ans, la Palestine n'existera plus. Et quand, Christophe, tu dis oui, mais la France ne dit rien, mais la France, elle envoie des soldats combattre contre les Palestiniens, puisqu'on a des Français de confession juive qui vont faire leur service militaire dans un pays qui est pratiquement en guerre et qui vont combattre les Palestiniens. Ce sont des Français qui vont combattre les Palestiniens, puisque les Français de confession juive doivent aller faire leur armée dans l'armée israélienne et ils combattent les Palestiniens quand il y a un problème. Donc on a la France qui combat les Palestiniens. Et moi, j'ai toujours dit, maintenant c'est trop tard, je suis rien du tout, mais les Palestiniens, il y a bel et bien de lurette qu'ils auraient dû, au lieu d'acheter des smartphones, c'est facile aussi de dire ça de mon canapé en France, au lieu d'acheter des smartphones, ils auraient dû acheter un équipement militaire et faire une vraie guerre à l'armée israélienne. C'est-à-dire, il n'y a rien de plus pire que des milices qui fait mal à une armée. Je l'ai toujours dit, maintenant c'est trop tard. C'est la politique de la cage d'oiseau. C'est-à-dire, la Palestine va se rétrécir, les Palestiniens vont faire des enfants et après ils vont se bouffer entre eux. Israël n'aura plus qu'à attendre qu'ils se bouffent entre eux, ils vont s'entretuer entre eux. Et si Israël a pu faire ça, faut dire aussi, c'est avec la complicité des gouvernements successifs en Palestine, qui se sont mis plein les poches, et je mets Arafat aussi dedans, qui s'est pas gêné lui et sa femme. On dit même que son argent sont des banques israéliennes à sa femme. Et tout ça, tout ce petit monde, c'est un peu de leur faute. Et les Palestiniens, ils auraient dû creuser des tranchées, faire une vraie guerre. Je l'ai toujours dit, Christophe, je te l'ai toujours dit. Maintenant, c'est trop tard. Merci Abdel pour votre avis, pas sûr qu'il soit partagé ici, quoique, j'en sais rien. Non mais j'ai pas compris. Comment ça t'as pas compris? Non mais il parle de quoi, de Arafat avec sa femme? Oui, par rapport. Non mais attends. Arafat a évité 600 attentats. On a voulu le tuer. Il s'est battu pour son peuple. Il s'est battu pour sa patrie. Il s'est battu pour sa terre. S'il te plaît, un minimum de décence. Ne lui faisons pas de procès d'intention. Bon, allez, dans un instant, on est de retour, mes amis, parce que la discussion doit se poursuivre avec Abdeslamitash, Rudy Kazi, Philippe Boriaki, 01 40 33 9000. Vous, amis auditrices, auditeurs, vous votez aussi sur Facebook, France Maghreb 2, Twitter, le Grand Forum FM2. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le Grand Forum, c'est le moment où il faut qu'on se parle, les amis, tous les jours entre 16h et 18h. Et on a beaucoup de sujets à aborder, à évoquer dans l'actualité, et notamment les États-Unis qui annoncent finalement que rend normal la normalisation de la colonisation en Israël aujourd'hui. Rien ne va à l'encontre du droit international. C'est ce qu'a rappelé le secrétaire d'État américain hier dans une déclaration. Évidemment, l'engouement est de circonstance du côté du camp de Netanyahou et en Israël. Ils se félicitent, ils s'en réjouissent, et les Palestiniens pendant ce temps.
Karim, qui lui nous appelle de Sevran, est avec nous. Bonjour Karim. Oui, bonjour Christophe, j'aime beaucoup votre émission et vous en particulier, je trouve que vous êtes vraiment un excellent animateur, félicitations dans la Cloud Freak et merci à nous inviter. Merci Karim. Voilà, bon, moi je pense que par rapport, vous voyez, il faut regarder la géopolitique de façon globale, les relations internationales, c'est les relations internationales, et pour comprendre les relations internationales, il faut lire par exemple l'historien israélien d'origine allemande Gershom Scholem par exemple, mais il faut le lire crayon à la main parce que et là on comprend beaucoup mieux les relations internationales. Pour résumer, ce sont deux tendances de l'oligarchie mondialisée qui ont un plan et qui ont un agenda religieux en réalité. Vous avez deux tendances principales, une tendance tiré du Talmud post-judaïsme qui veut précipiter le chaos pour précipiter l'arrivée du Mashiach. Et ce sont des gens qui sont en costume cravate, très instruits, qui ont fait les plus grandes écoles et qui croient à tout ça. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et vous avez une autre tendance qui dit non-sioniste, qui dit non, pas du tout, il faut laisser faire. Voilà quelles sont les deux tendances principales. Et là, on comprend beaucoup mieux le plan Yodan Yilon, par exemple, qui est et d'où cette politique du chaos qui tend à tout embraser un petit peu partout pour vendre soi-disant la démocratie au nom des droits de l'homme. On a cité l'Irak, on a cité tous ces pays, la Libye, pour créer un vaste chaos. Et aujourd'hui, c'est cette tendance oligarchique qui souhaite le chaos qui l'emporte. Donc, il faut bien comprendre cela, sinon on comprend rien. Et tout le reste, c'est faire de la petite spéculation, de la petite analyse géopolitique sur un petit morceau du puzzle. Et ça, il y a des histoires. Karim, question que j'ai à te poser. Que reste-t-il aux Palestiniens maintenant pour, résister? Que reste-t-il pour eux? Eh ben, écoute, moi, je vais me dépêcher parce que c'est bientôt la salade. Donc, il reste rien pour eux. Je pense que là, le seul bouclier qu'il y a pour les Palestiniens, c'est un bouclier spirituel. Je pense qu'il faut vraiment qu'ils se fient au Tout-Puissant, qu'ils multiplient leurs doigts, qu'ils se rapprochent du bon Dieu de façon sincère, que chaque peuple doit changer en lui-même son comportement, de par la corruption, de par un tas de choses qui se sont passées également chez les Palestiniens. Et si vous prenez les choses de façon beaucoup plus globale, et moi, la dernière fois, j'étais en train de réfléchir, et croyez-moi, j'essaye vraiment d'avoir des pensées qui soient un petit peu subtiles, et je réfléchissais sur le temps lent. Regardez le temps long. Regardez par exemple au niveau de la géopolitique globale si vous prenez les pays musulmans, entre les pays musulmans arabes et les pays musulmans non arabes. Vous avez aujourd'hui les pays musulmans non arabes qui s'en sortent plutôt bien et qui résistent plutôt bien sur la scène internationale. La Turquie, les Perses, l'Iran, et vous avez même d'une certaine manière l'Afrique du Nord avec l'Algérie qui sont des pays non arabes en réalité d'un point de vue anthropologique qui s'en sortent plutôt bien en termes de résistance. Et vous avez tous les pays arabes, c'est le chaos total. Et si vous regardez l'histoire de l'islam sur le temps long, à chaque fois qu'il y a eu de grandes innovations, de grandes avancées, ça a toujours été le fait de musulmans non arabes. Alors, je ne suis pas là en train de stigmatiser. Je dis simplement qu'il y a là quelque chose à creuser. Qu'il y a quelque chose à creuser. Ouais. Et on regarde même le Hezbollah. Ouais. Le Hezbollah, et c'est le seul mouvement qui a mis une tannée à l'armée israélienne. Ils ont dû en tirer les conséquences. Même au niveau de leur aviation. Il y a quand même quelque chose qui cloche. Merci Karim. Oui. Merci beaucoup Karim pour ton intervention évidemment. Alors je sais pas qui ça a suscité de la réaction chez qui là, ce que vient de nous dire Karim, il vient de nous faire un petit cours de géopolitique là. Et puis je vous alors attention Karim, je vais vous signaler chez Castaner, vous continuez avec votre prière faites attention quand même Allez, à bientôt Karim. Bon, 01 40 33 9000. Un petit cours de géopolitique les gars, ça fait pas de mal Ouais. Merci. Oui, bon, et à part merci, qu'est-ce qu'on a à rappeler, qu'est-ce qu'on a à dire? Parce qu'il est en train de nous dire que finalement tout ça c'est programmé, voilà, il
il y a des plans d'action. Il a parlé du Talmud, il a parlé effectivement comme Non, de quelque après, chose qui était de toute façon, il fallait passer par là, quoi. Non, mais ça, on l'a dit déjà qu'il y a un agenda menant. Il y a entre la dimension religieuse et la dimension politique. Je veux dire, Israël, c'est aussi un État religieux en soi. Enfin, le politique n'est pas séparé. Voilà, donc forcément, en fait, que eux, ils ont une volonté d'avancer selon un agenda qui leur est propre. Mais le conflit n'est pas religieux. Maintenant, le problème, il est politique. Le conflit, il se joue dans une dimension politique, mais il a une origine religieuse. C'est ça aussi. Non, où on veut lui donner on veut lui donner une dimension religieuse, on dit. Alors que maintenant, ça dépend des motivations des personnes qui mènent le conflit. Mais en tu tout peux cas, aller voir les rabbins qui sont aux États-Unis, ils sont complètement contre justement l'annexion de la Palestine. Et donc ça n'est pas du fait religieux. Mais que ce soit pour des raisons religieuses ou pas, de toute façon, on est contre la Theodor Herzl, lorsqu'il crée le sionisme, de la Palestine de fait, opposé. Et d'ailleurs, il fait baptiser ses enfants. Ce que je voulais dire par là, c'est que il y a pour certains quand même des motivations religieuses. Et la réalité, c'est que même Netanyahou, en tout cas, pour certains, il y a des motivations religieuses. Et de toute façon, Netanyahou, qui est un politique, ne se sépare pas de cela lorsqu'il dit lui-même que c'est le reflet, comment est-ce qu'il a dit déjà, c'est le reflet de la vérité historique, comme quoi après il fait référence effectivement à la Judée-Samarie, mais quand il fait référence à la Judée-Samarie, c'est une référence qui est plutôt religieuse. Alors si tu permets, Rudy, mais attends, c'est du fait politique et que de toute façon, mais je finis, je vais te laisser finir, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Mais on a le droit de pas être d'accord. Ah mais oui, on est là pour ça, les gars. On vit en société, il y a pas de problème. Rudy, finis ton propos. On va être d'accord sur un point, on sera pas d'accord sur l'autre, c'est pas grave. Je vais développer. Et on n'est pas là pour se convaincre de toute façon. Alors j'espère que si je peux faire bouger les lignes. Ouais, après je suis peut-être pas sûr que tu sois la personne peut-être la mieux placée, et je n'ai pas cette prétention vis-à-vis de toi. Bref. Non, il y a certains qui ont cette visée religieuse et d'autres qui emboîtent le pas aussi donc d'une visée politique. Ce qui nourrit effectivement une motivation encore plus importante et qui permet d'instrumentaliser aussi un soutien que ce soit en Israël et peut-être même plus largement auprès de la communauté juive à travers le monde. Même si effectivement ce serait un prétexte parce que les personnes qui ont cette motivation se servent plutôt du fait religieux pour pouvoir établir une forme de domination déjà politique, mais aussi avec tous les intérêts que ça peut susciter derrière, que ce soit sur le plan financier ou autre. Mais en tout état de cause. Tu fais une réponse très longue. Bon, je patiente. Vas-y. Oui, comme chacun de nous ici quand on prend la parole. Vas-y, je t'en prie. Voilà. Mais il faut débattre aussi, les gars. Il faut débattre. Pour débattre, faut échanger. Bon, là, on est dans un tunnel. Je pense que t'es pas la dernière personne à avoir parlé aujourd'hui. Et si tu me coupes à chaque fois comme ça, je te répondrai à chaque fois comme ça. C'est sa spécialité. Oh là là, ça y est. Ouais, donc mais en tout cas, ce qui me fait peur entre guillemets, c'est que qu'est-ce qui te fait peur, Rudy ? C'est qu'en réalité, il n'y a pas en fait en face, au niveau de la communauté internationale, une vraie volonté de trouver une issue. L'issue qui est escomptée a priori, c'est la paix. Mais pour qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait une volonté propre de part et d'autre de pouvoir s'offrir à l'un et à l'autre la possibilité et la chance d'avoir un État. Ça paraît utopique quand même de parler de paix aujourd'hui. Mais après on peut le souhaiter, mais on le souhaite. Mais ce qui est déplorable, c'est qu'il n'y a pas de réelle volonté. Donc Abdeslamitash. Alors si tu permets, je pense qu'on y arrivera à la paix de toute façon. Merci. Inch'Allah. Si tu permets. Je suis pas d'accord avec ça. D'abord, lorsque l'on va sur le fait religieux, moi je dis que ça n'est que du fait politique. Et que on se sert de la religion justement pour justifier des choix politiques à l'identique de ce qui se fait aujourd'hui dans certains mouvements terroristes qui se prétendent musulmans et qui ne sont rien de tout ça. Et qui, s'ils avaient ouvert un Coran, ils se rendraient compte qu'ils sont complètement dans l'erreur. D'accord ? Et je passe par le suicide, qui est complètement proscrit en islam. Ce que je veux juste dire, c'est le problème, s'il s'agit d'un problème religieux, le problème est insolvable parce que ça sera toujours mon Dieu contre ton Dieu, mon Dieu est plus fort que ton Dieu et c'est interminable. Il faut que ça se termine sur un fait politique, sur une discussion politique pour pouvoir trouver une solution.
et que de toute façon, lorsque l'on voit depuis toujours les Juifs vivaient avec les Palestiniens en Palestine de façon complètement pacifique, bien avant l'avènement et tous ces sionistes qui étaient arrivés justement pour déstabiliser cette région-là. Et les Palestiniens, ça a pas toujours été non, mais pacifique, les Juifs palestiniens vivaient très bien en Palestine. Vivaient très bien en Palestine. Avant les colonies britanniques. Oui, avant les colonies au XXe britanniques. siècle, mais dans les siècles précédents, c'est quand même une terre où il y a eu souvent eu des conflits. Donc dire que c'est de l'ordre du religieux, oui, mais c'est je veux faux. dire, mais l'histoire s'arrête pas au XXe siècle. C'est faux. Dire que c'est de l'ordre du religieux, c'est de l'ordre du politique. C'est pas faux, c'est une interprétation. Mais parce que tu vois, pour certains... tu me reproches de te couper, mais ça te gêne pas de me couper. Bah oui, mais tu me dis c'est faux, donc je te réponds. Non, je t'ai laissé développer tout à l'heure. Tu peux pas faire quelque chose comme ça sans que je te réponde. Je réponds déjà à ton observation pour dire que c'est faux. Ça n'est pas du fait religieux, mais du fait politique. Et que s'il y a une issue, ça sera une issue politique. Mais moi, je suis pas totalement en désaccord avec ce que tu dis. Ce que je dis, c'est que pour certains, il y a le fait religieux, et pour d'autres, il y a le fait politique. Mais en même temps, et c'est pas pour aller à l'encontre, c'est pas pour aller à l'encontre de ce que tu dis, mais en même temps, va interroger les rabbins qui sont aux États-Unis, tu verras ce qu'ils te diront. On ne peut pas séparer le religieux de l'homme. Des rabbins qui ont le drapeau d'Israël. Bon, alors on accueille Fauzi de Toulon. Regarde, Christophe, il y a quand même quelque chose qu'il faut dire. Ça paraît quand même compliqué de séparer le religieux, pas du politique, mais de l'homme. Oui, c'est compliqué, là où c'est parce que le religieux, ça fait quand même appel à des aspirations d'êtres humains. Donc ça veut dire, les gens qui disent que c'est uniquement politique, pour certains ça peut l'être, surtout pour une forme d'oligarchie, etc. Mais pour d'autres, le fait religieux est difficilement séparable. C'est un piège dans lequel il faut pas tomber, Rudy, c'est tout. C'est un piège mais en même temps, c'est anthropologique. Si tu veux, ça s'analyse en fonction de l'évolution de l'être humain sur la Terre. Les gens ont besoin de se raccrocher au religieux. Donc il y a des gens qui vont toujours voir ça au travers du prisme religieux. Je suis désolé, faut pas se voiler la face. Fauzi de Toulon. Bonjour Fauzi. Oui, bonjour. Je vous appelle plutôt, je vous écoute par rapport à votre appli parce qu'on n'a pas France Maghreb à Toulon. Ah oui, vous avez bien fait. Alors j'en profite d'ailleurs pour signaler à tous les auditeurs auditrices qui nous écoutent de partout en France et dans le monde aussi de télécharger l'application France Maghreb 2 sur votre smartphone, que ce soit sur votre Android ou Apple. France Maghreb 2, évidemment, l'application est disponible pour écouter comme le fait Fauzi de Toulon, la radio. Merci. Alors je voulais vous dire que ce qui reste pour les Palestiniens, intifada, une troisième intifada. Les dirigeants arabes, ils leur tournent le dos. Tout le monde. Il y a que le peuple on en parle aussi des dirigeants arabes, des traîtres arabes qui ont toujours non, je vais pas été loin. Traître arabe, c'est rien. Ils ont tué. Pardon. Un Jordanien dans l'ambassade à Israël, à Amman. L'après-midi, le tueur, il était dans l'avion en train de téléphoner à sa copine pour prendre son rendez-vous. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Personnellement, non, je me rappelle pas. C'était dans l'ambassade israélienne à Amman, en Jordanie. Ouais. Alors, puisque tous les dirigeants, ils leur tournent le dos. Par hypocrisie, hein. Et le peuple, il est avec eux, une intifada. Une troisième intifada, qu'est-ce qu'on attend pour ça? Vous préconisez la violence, quoi, comme guise de réponse. C'est ce qu'il en reste pour vous. Ce qu'ils font les États-Unis, c'est une violence. Ce qu'ils font les Israéliens en bombardant Gaza, c'est une violence. Alors une intifada, la première intifada et la deuxième intifada, elle a ramené en moins qu'on vit en dignité. J'ai vu une vidéo, il y avait un soldat palestinien, un soldat israélien, en train de gifler un vieux. Et les deux autres, ils le regardaient. Qu'est-ce qu'on attend pour ça? Bon, je suis algérien, possible qu'on est un petit peu nerveux, mais qu'est-ce qu'il attend? Allô? Oui, on vous écoute, cher Fauzi. Oui, on vous entend très bien, vous inquiétez pas, tout va bien. Mais qu'est-ce qu'il attendait, Christophe? Qu'est-ce qu'il attendait? Ouais. Merci Fauzi, en tout cas pour votre point de vue sur les choses. Mais alors c'est vrai, on peut en parler aussi des chefs d'État arabes. Franchement, les chefs d'État arabes, pour ce qui concerne la Palestine, ils ont toujours été aux abonnés absents, Philippe Boyeki. Que ce soit les Égyptiens, que ce soit tous les pays arabes. Écoute, non, ils ont pas été absents. Ah bon? Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour la Palestine? Ils ont été présents et ils ont vendu les plans d'attaque de la guerre de 6 jours. Ouais. Ah oui. Tu vois bien qu'ils sont complètement timorés. Là, tu parles du Maroc, là. Tu parles des Arabes. Tu parles arabe. Moi, je te parle du Maroc. Puisque tu fais référence à cela, c'est le Maroc dont il s'agit. Le Maroc n'est pas un État arabe.
Si. Bah, ça Non, dépend. Le Maroc n'est pas un État arabe, il est un État maghrébin, si tu veux, mais c'est pas un État arabe. Ah d'accord. Oui. Et donc, attends, on va peut-être définir alors. Qu'est-ce qu'un État arabe? Eh ben, tous ceux qui sont de périphériques ou qui sont d'Arabie. D'accord. Donc l'Algérie, la Tunisie, le Maroc ne sont pas des États arabes pour toi. D'accord. Ils siègent pas dans un conseil arabe. Ouais, d'accord. La Ligue arabe, blablabla, parce qu'ils parlent la langue arabe. Donc ils siègent ou ils siègent pas? Non mais. Ils siègent ou pas? Oui. Donc ils sont arabes. Mais c'est comme l'ONU ou pas? Bah alors l'ONU, on est tous nusiens. Non mais on est tous nusiens. C'est ça? Mais non. Donc laissons finir Bouriaki. Non mais pour revenir à cette solution qui vient de proposer. Rappelle-moi son prénom, l'auditeur juste avant. Il s'appelle Fauzi. Fauzi le tourné. Ok, très bien. Tu dis une troisième intifada. Oui. Je vais dire c'est ce qu'il préconise. avec le contexte international, islamophobe, anti-arabe, anti-maghrébin, ce que tu veux. S'il y a une troisième intifada, ils vont raser la Palestine. Ils vont pas rigoler, ils vont raser la Palestine. C'est pas ce qu'ils sont en train de faire déjà? Ah si, mais là ils le font tout doucement quand même. Oui. Non, là, c'est pas ce qu'ils ont fait encore la semaine dernière à Gaza. Je veux dire, ça vous suffit pas, les gars. Ils ont bombardé. Non, je suis en train de te dire que avec là, des avions, quoi. Là, écoute-moi. Non, mais j'aimerais juste pouvoir finir. Oui, vas-y. Je suis pas intervenu. Et c'est pas possible. On peut pas finir sa phrase et enchaîner sur un autre truc. Et donc, on laisse l'auditeur là avec une pensée peut-être parcellaire. Et j'aimerais aller jusqu'au bout de mon propos. Je dis la chose suivante. Que si t'as pas l'opinion internationale avec toi, t'es fichu. Rappelez-vous, très simplement, l'apartheid. L'apartheid, l'opinion internationale a dit stop, basta. Qu'est-ce qui s'est passé? On a mis fin à l'apartheid. Et avant ça, il y a eu à un moment donné une internalisation qui était pro-palestinienne. Et je parle surtout de l'ère de Chirac, qui a été juste, tu vois, on pourrait dire les malversations, etc. Mais il faut aussi reconnaître que sur la diplomatie internationale, Chirac, il avait une politique pro-arabe. C'était pas pro-arabe. Si. Mais non, arrête de dire n'importe quoi. Il avait une politique juste. Et toujours du côté des plus faibles. Alors, les plus faibles étant les Arabes, il avait une politique pro-arabe, si tu veux. C'était l'ami de Yasser Arafat à l'époque. Oui, et donc il avait une politique. C'était aussi le docteur. Yasser appelait Chirac le docteur. Tout à fait, parce qu'il était docteur, Yasser Arafat. Donc il avait raison de l'appeler docteur. Je suis juste en train de dire. Non, mais on peut finir. Non, mais c'était Chirac le docteur. Attends, Bouriaki, c'est Arafat qui appelait Chirac le docteur. Oui, voilà. Bah oui, attends, faut remettre les choses dans le contexte. Oui, mais j'aimerais juste finir. Faut pas remixer l'histoire. Je suis en train de dire que si il n'y a pas une internationale pour dire stop, basta, de façon pacifique partout dans les villes et les grandes capitales d'Europe et du monde, ils vont continuer à faire ce qu'ils veulent. Donc ils font quoi en attendant là? Ils attendent que le monde se réveille? Ils prient fort déjà, faut être très croyant, parce que sinon, le monde. Mais le monde. Mais non, on a dit qu'il fallait enlever le religieux de tout ça. Mais le religieux, mais t'as pas compris, il y a que Dieu qui peut les sauver dans cette histoire. Il y a personne qui les soutient. Le peu de personnes qui ont soutenu les Palestiniens, ils les ont flingués. Et ils ont ruiné politiquement, ils ont ruiné leur carrière, ils ont ruiné leur vie, et on les a fait passer pour des terroristes, des fous furieux. Rappelle-toi les manifestations de soutien aux Palestiniens lorsqu'il y a eu ces atrocités à Gaza. Oui, en 2014. Rappelle-toi les mecs de la LDJ qui sont venus, les danseuses, qui ont voulu se chicorer avec des manifestants. Et rappelle-toi ces images où on a vu les cordons de gendarmerie s'écarter, les laisser passer, se refermer pour être étanchés. Oui, on se rappelle très bien, t'inquiète pas. Et rappelle-toi la manipulation médiatique où on disait, il y a eu des manifestations, des manifestants pro-palestiniens qui ont voulu s'en prendre à une synagogue, etc. Oui, et on disait mort aux juifs dans les rues de Paris, ce qui était totalement faux d'ailleurs. Faux et archi faux. Voilà. Donc, tant qu'il n'y aura pas, je le dis, dans les rues de Paris, de Madrid, de Bruxelles, des millions de personnes qui descendent pour dire stop, ça suffit. Et qu'on ne mettra pas une pression économique à Israël. Et il faut quand même savoir qu'il y a une grande partie d'Israéliens. La semaine dernière, il y a eu une marche de mamans juives et de mamans musulmanes, de mamans israéliennes, de mamans palestiniennes, puisque là-dedans, il y avait aussi des agnostiques et aussi des athées. Et des chrétiens. Et des chrétiens, pardon, excuse-moi, c'est vrai, j'ai oublié les chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens en Palestine. Oui, énormément. Énormément. Et qui sont palestiniens. Et qui sont palestiniens, bien sûr. Et tant qu'il n'y aura pas ça à travers le monde, il y aura rien. Non mais c'est pas bête ce qu'il dit Philippe. Il a raison. C'est que le peuple aussi a sa responsabilité. Bien sûr. Et saluons d'ailleurs à ce titre le peuple marocain qui lui, contrairement à la politique de son État, lui descend vraiment manifester son soutien à la Palestine et par milliers, voire même millions parfois.
franchement, c'est si on parle du Maghreb en tant que tel, la Tunisie, le Maroc, Algérie, le peuple marocain est celui qui sort le plus souvent et le plus nombreux dans les rues pour manifester son soutien à la Palestine. Ça, c'est une réalité, je suis désolé, personne ne peut la contester. Fares est avec nous, salut Fares. Oui, salut, bonjour à vos auditeurs et à vos invités. Mais en fait, moi, je voulais juste intervenir. Je veux dire clairement, franchement, moi, je commence à perdre un peu espoir par rapport à la cause palestinienne. Je m'explique. Ça fait combien de temps que ça dure cette crise? Il faut déjà, comme je suis d'accord un peu avec M. Bouéaki, il faut enlever l'aspect religieux et l'aspect ethnique. Il faut la rendre comme une cause humanitaire, comme elle a fait l'Algérie à l'époque de la guerre des libérations. Il faut que les Palestiniens qu'ils arrêtent de compter sur leurs frères ou arabes ou j'en sais quoi de la Ligue arabe. Si elles veulent s'en sortir un petit peu, il faut qu'elles arrêtent un petit peu avec la Ligue arabe. Et il faut qu'ils essayent de chercher de soutien avec les pays Amérique latine, les pays de l'Europe de l'Ouest, de l'Est, pardon, tous les pays où ils ont connu vraiment la colonisation, pour avoir vraiment des soutiens. Parce que les Arabes, il faut vraiment rien attendre avec eux. Surtout je parle des régions. Merci Fares pour votre avis. Merci, bien entendu sur France Maghreb 2 01 40 33 9000. Messieurs, dans un instant, mais effectivement, moi je trouve que Philippe t'as bien résumé quoi. Finalement, toute une responsabilité des peuples aussi qui doivent absolument se réveiller et faire pression auprès de leurs dirigeants. On le dit souvent ici, à juste titre, pour la politique intérieure d'Estlem. Oui. On le dit, on peut faire pression auprès de son député, auprès de son sénateur. C'est du rapport de force. Ça c'est du rapport de force. Et les militants de la cause palestinienne ne sont plus nombreux aujourd'hui. Désolé de le dire. Par contre, en 2014, ils étaient des milliers parce que TF1 a montré des enfants qui étaient morts sur la plage. Aujourd'hui, ils sont à peine 30 lorsqu'il y a des manifestations de Palestiniens. Donc c'est bien beau d'appeler les radios et de gueuler en disant oui, c'est injuste, etc. Mais il n'y a plus personne qui sont dans les rues. Et ça, c'est une réalité. Voilà. Ouais, parce qu'on a l'impression qu'il y a comme une normalisation finalement de ce conflit hyper médiatisé, etc. Par contre, ce que je trouve un peu différent, c'est qu'il y a davantage effectivement d'Israéliens donc qui prennent souvent la parole pour manifester leur mécontentement par rapport donc à cette politique de colonisation palestinienne. Il y en a de plus en plus quand même qui élèvent la voix, ou alors peut-être qu'on les entendait pas avant. On les entendait pas avant et on les entend pas beaucoup non plus. Et en plus, on les entend pas uniquement à travers le monde, on les entend aussi sur le territoire israélien. Mais Rudy, ça me laisse te poser une question et peut-être je vous laisse le temps pour y réfléchir. Est-ce que finalement Israël n'a pas intérêt d'être en conflit permanent, que ce soit avec les Palestiniens ou les autres, pour justement masquer une réelle crise identitaire au sein même d'Israël, à l'intérieur? C'est de la question, ça. C'est de la question France Maghreb 2, mon vieux. De toute façon, à partir du moment où leur objectif, c'est d'annexer toujours un petit peu plus donc ces colonies reconnues par le droit israélien, mais donc en contradiction avec le droit international, c'est que ça peut justifier effectivement pas mal de choses. Et derrière tout ça, c'est, je veux dire, les politiques qui viennent jamais pour annoncer clairement quels sont leurs objectifs derrière. Donc peut-être, je sais pas. D'accord. Dans un instant, il n'y a pas qu'en Palestine ou en Israël qu'on s'inquiète de la suite des choses. Il y en a un qui est très inquiet. Il y a qu'à lire le Canard enchaîné de demain. Vous allez voir que Macron s'inquiète vraiment de ce qui va se passer le 5 décembre prochain. Les gilets jaunes, le personnel hospitalier, rien ne va plus. Le climat social est vraiment des plus détestables en France aujourd'hui. On en reparle avec vous au 01 40 33 9000, sans oublier le zapping. Il y a un auditeur qui m'appelle, il me dit qu'est-ce qu'il y a dans le zapping. Je dis écoute mon vieux, tu verras bien. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Il faut qu'on se parle et le rendez-vous est pris tous les jours entre 16h et 18h. Ça s'appelle le Grand Forum, c'est sur France Maghreb 2 évidemment, concernant la normalisation de la colonisation qui a été avérée par les États-Unis hier. La question vous est posée, est-ce qu'on est en route finalement vers une colonisation en Israël Eh bien vous répondez à cette question sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter le Grand Forum FM2. Pour m'accompagner aujourd'hui, Philippe Bouéaki, Monsieur Rudy Kazi et Abdeslam Itache. Revenons si vous le voulez bien maintenant en France et amis auditeurs, auditrices. Évidemment, vous pouvez prendre la parole dans cette émission parce que votre avis nous intéresse. 01 40 33 9000. Gilets jaunes, étudiants. Les Français semblent de plus en plus à crier leur mal-être. Le
collectif Alerte a interpellé le président de la République Emmanuel Macron, donc concernant les différentes dégradations en cours, mais dégradations sociales, alors que les Gilets jaunes ont fêté leur anniversaire le week-end dernier, leur 1 an. Leur préoccupation reste quand même, rappelons-le, plus que jamais d'actualité. Comment regagner du pouvoir d'achat? La semaine dernière, donc le collectif Alerte a adressé une lettre au président de la République Emmanuel Macron afin d'exprimer ses vives inquiétudes face à la dégradation du niveau de vie des personnes les plus précaires depuis au moins plus de 2 ans, composé de diverses organisations de lutte contre la pauvreté, notamment l'Abbé Pierre, citons-le, la Fondation Abbé Pierre. Le collectif reconnaît donc certaines avancées sur le plan social, mais déplore que ce soit loin d'être suffisant. Pouvoir d'achat en berne, les chiffres des études quand même de la pauvreté sont là pour l'exprimer, initié par l'Institut des politiques, l'Institut des politiques publiques, et de reliés par l'INSEE, sont éloquents. Outre l'estimation de l'INSEE, une hausse du taux de pauvreté de l'ordre de 0,6 points pour atteindre 14,7 points de la population en 2018. Voilà, donc les chiffres sont là, et les pauvretés, la classe pauvre perd de plus en plus de pouvoir d'achat, avec donc notamment les effets cumulés des mesures de 2018 et 2019, donc les quelques réformes qui ont entraîné les mouvements des Gilets jaunes envers notamment les retraités. Voilà, donc voilà, le constat il est là, il est implacable. Le moral des Français est au plus bas. Abdeslamitash, les Gilets jaunes sont passés par là. Ils ont obtenu pas moins de 17 milliards qui ont été débloqués par le gouvernement, mais c'est loin d'être suffisant. Du coup, un an de l'anniversaire des Gilets jaunes qui avait lieu ce week-end, franchement, est-ce que les choses ont changé réellement? C'était un bel anniversaire avec beaucoup de casses et des voitures brûlées. Bon, la fête est gâchée. Non, très très sérieusement, concernant le pouvoir d'achat, évidemment, lorsque l'on a une indexation des salaires qui ne suit pas l'inflation, forcément, on perd en pouvoir d'achat. Le problème, c'est pas un problème de salaire, c'est un problème de pouvoir d'achat, et que de toute façon, le coût de la vie augmente et que les salaires ne suivent pas. Et là, c'est un vrai problème. Mais c'est pas un problème qui date d'hier. Souvenez-vous, lorsque Jospin instaure les 35 heures, il y a un gel des salaires, par exemple dans la fonction publique, dans toutes les fonctions publiques. Et ces fonctionnaires, s'appauvrissent. Ça veut dire que initialement, ils travaillaient 39 heures. Subitement, ils sont mis à travailler 35 heures payées 39, et que il y a eu cette fixation du gel du point d'indice qui fait que ils ont continué à être payés de la même manière. Le coût de la vie a augmenté, donc ils ont perdu en pouvoir. C'est mécanique. Le problème, il est profond et il dure depuis toujours. Le moral des Français, mais moi, ça fait 30 ans, 40 ans que j'entends dire que le moral des Français va mal. Bien sûr que ça va mal. Mais aujourd'hui, et on le voit bien, il y a des résultats qui sont sortis de 9 millions et demi de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et d'ailleurs, j'avais fait un post à ce sujet disant que pendant ce temps-là, on parlait d'autres choses. On palabrait sur des sujets qui n'avaient aucun intérêt. Bien sûr que le plus important, c'est la précarité des gens dans le travail. C'est la difficulté à joindre les deux bouts, à payer son loyer, et avec la peur au ventre d'être mis dehors à la fin de la trêve hivernale. C'est justement de pouvoir manger ou se poser la question, à savoir, est-ce que je dois me soigner ou est-ce que je dois manger? Vous voyez, et lorsqu'on se pose des questions comme ça, on voit bien que c'est une société qui va mal. Ces personnes âgées qui vont au marché à la fin du marché pour ramasser les légumes invendus, les tomates à moitié pourries qu'ils mettent dans leur caddie parce qu'ils n'ont que ça à manger. C'est là où justement la société marche. Il y a peut-être une des réformes qui risque d'apporter un petit peu d'espoir pour l'avenir, et la mise en place d'un revenu universel d'activité. Celui ne devrait être effectif qu'à l'horizon 2023 quand même. Va falloir attendre et patienter. J'étais présent à la présentation du plan pauvreté présenté par Emmanuel Macron. Bien sûr que c'est une idée, c'était une avancée, mais il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'était Benoît Hamon qui l'avait évoqué pendant sa campagne. Oh là, comment il déforme l'histoire. Non, mais bien sûr. Comment tu déformes l'histoire. Tu veux me dire que c'est les écologistes. Le revenu minimum. Alors fais-moi rire, fort et rapidement. Ou garanti, je t'assure. Bien sûr.
Non, alors, c'était dans le programme. Attendez, c'était dans le programme. Je rappelle le principe. Je vous rappelle le principe que Yannick Jadot a retiré sa c'est pas souvent que je parle de la gauche. Yannick Jadot a retiré sa candidature pour soutenir celle de Benoît Hamon, et dans l'accord de coalition qu'on avait fait, il y avait et donc ça a été déclaré dans le programme de campagne de le contraire. D'accord, et on dit la même chose. Quand tu dis le premier, je te dis stop, arrête tout de suite. C'est lui qui en parle dans son programme. D'ailleurs, celui qui a, je suis en train de dire que c'est pas de Macron. Il faut lui rendre hommage, et je suis pas de la même motion que lui. C'est Julien Bayou, notre porte-parole national, qui a initié avec d'autres des différentes cagnottes où les gens cotisaient, et au bout de 12 000 euros, il y a quelqu'un qui était tiré en sort et qui pouvait bénéficier de ce minimum. Est-ce que je peux rappeler le principe de cette réforme qui n'arrivera pas avant 2023? La future prestation doit garantir que personne en France ne vive avec moins de 50% du revenu médian, soit 867 euros par mois pour une personne seule, sans les aides au logement. Voilà. C'est quand même du concret, mais c'est 2023. Et ensuite, je donnerai la parole à mes amis. Mais c'était Mitterrand. Non, attends, c'est moi qui donne la parole. Non, mais si tu parles, non, mais je rebondis sur le sujet. Mais je tiens à rectifier quand même. Un jour, c'est lui que je non, mais le RMI qui avait été instauré par François Mitterrand, le revenu minimum d'insertion qui est devenu le RSA sous Sarkozy, ça n'est ni plus ni moins que ça. Sauf qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'avec un RSA, on vivait pas. Donc, on est juste sur une réévaluation du coût de la vie avec des indemnités. Est-ce qu'il a pris conscience, Emmanuel Macron, de la situation? Est-ce qu'il est capable de pouvoir comprendre cette classe qu'il ne connaît pas finalement? J'espère pour la France, oui. Rudy Kazi, qui a été silencieux. La réalité, c'est que Monsieur Emmanuel Macron poursuit un agenda politique qui ne tient pas forcément compte en fait des gilets jaunes. Les gilets jaunes sont arrivés comme ça, comme comme un cheveu sur la soupe, effectivement. Et donc du coup maintenant il doit composer avec ce qui ressemble en fait à son mouvement populaire à lui, son mouvement contestataire à lui. Sous chaque présidence, il y a une écharde dans l'œil, une épine dans le pied à chaque président. Et ben lui en fait c'est les gilets jaunes. Sauf que la misère auquel fait face beaucoup de Français. Alors quand je dis misère relative, c'est pas à mettre en miroir avec d'autres misères qu'on peut voir dans le monde, notamment en Afrique ou ailleurs, mais la relative misère en tout cas que vivent en fait certains des Français n'est arrivée tout simplement parce que les présidents successifs ont manqué en réalité de réelle vision économique et ont eu plutôt tendance à être soit des administrateurs pour l'Union européenne ou soit à tout simplement on va dire permettre à la continuité en tout cas de l'enrichissement d'une certaine partie des Français. On rappelle les quelques pourcentages des plus riches en France, mais sans développer une réelle vision. Il y a un truc aussi sur lequel on n'a jamais su relancer en réalité l'économie en France, parce que il y a des virages qu'on a manqués. Lorsqu'il y a eu à nouveau une révolution industrielle dans les années 70-80, on n'a pas su prendre ce virage. Et aujourd'hui, on paye ce manque de vision. Il y a carrément des pays qui étaient tiers-mondistes. La Corée, aujourd'hui, ils sont parmi les pays qui s'en sortent le mieux. Donc, il y a un problème en France, c'est ce manque de vision sur du long terme, notamment sur les questions économiques. Lorsqu'effectivement on manque cette question de l'intégration économique, alors là je renvoie aux personnes qui sont spécialistes d'économie, mais l'intégration économique c'est un enjeu phare, notamment dans une économie globalisée comme dans laquelle on est. Lorsqu'on manque ce virage, il y a des répercussions directes qui se régionalisent, d'où effectivement les difficultés que vivent les populations représentatives des gilets jaunes dans ces régions qui sont effectivement où les entreprises fuient parce que ils peuvent pas investir à cause des réalités fiscales. Donc Emmanuel Macron ne répond pas sur ces questions de l'intégration économique de la France dans cet espace globalisé de la mondialisation. Et son plan, on le voit nulle part. On voit que de l'interventionnisme étatique. Voilà, se poudrer un petit peu avec de l'argent public. Encore une fois, les 17 milliards, les gilets jaunes, ça représente beaucoup 17 milliards quand on entend comme ça. Mais c'est pas ce dont les gilets jaunes ont besoin. Ce que eux ils veulent, c'est pouvoir mettre suffisamment d'argent dans leur essence pour pouvoir travailler. Prenons cet exemple d'essence, Rudy, pardon, voilà. Mais le prix du carburant est identique
quasi à celui de l'année dernière, Mais en plus, au ça, moment c'est du début des Gilets jaunes. Hein. Parce que la réalité, c'est que l'année dernière, on avait bloqué l'augmentation, donc on est resté au même niveau, mais c'est une augmentation sur un an, puisque le comment on appelle ça là, le TIPP, le truc là de 2007 là que Sarkozy avait lancé, le Grenelle de l'environnement, on s'est parti de là, ces résolutions. Enfin, il l'a vite enterré le Grenelle derrière. Oui, mais sur laquelle effectivement tous les pays européens s'étaient alignés avec effectivement cette condition d'augmenter la taxe, qui elle-même suit aussi l'augmentation du prix du pétrole. Donc elle est gelée cette année, mais ce qu'on nous dit pas, c'est que l'année prochaine, il va y avoir encore une augmentation en principe. Donc on n'en a pas fini avec les Gilets jaunes. On n'en a pas fini, et en plus, comme tu sais, il y a la grève nationale qui le 5 décembre. Alors à lire dans le Canard enchaîné demain, l'inquiétude du clan Macron par rapport à cette grève. Ouais, l'inquiétude du clan Macron. Ils ont peur parce que derrière il y a le contexte aussi. Vous voulez que j'aille vous chercher un café ou c'est comment? Qu'est-ce qu'il y a, Philippe? Tu demandes la parole, c'est ça? Ah non, ouais, t'as fini? D'accord. Parce que... Oh là là. Non, justement. Vraiment quel Calimero, c'est pas possible. Pas du tout. Non, mais tu après, le découvres aujourd'hui. Mais Rudy, mais alors justement, s'il y a des choses à rappeler, il faut tout dire. Quand mon ami Rudy me dit qu'il voit pas le plan de Macron, je vais t'aider, je vais t'offrir la lumière. Je parle sur le plan économique. Non, sur le plan économique. Sur le plan économique, il est très simple, il est de brader notre pays. Écoutez, vous avez un problème ici en France. Qu'est-ce que c'est? C'est vous faites attraper par des illusionnistes. Alors, vous me parlez du voile, vous me parlez de la burqa, et puis d'un coup, boum! Ah, la Française des Jeux, elle est privatisée. C'est sympa ça. Les barrages hydroélectriques qui sont hyper rentables, qui ont été payés par vous, par moi, ils vont être privatisés. ADP, si vous signez pas le truc pour le RIP là, ça va être privatisé. Et Macron, son plan, il est bien clair. Il va permettre aux firmes multinationales écologiques. Ben oui, la SNCF et la ATP, évidemment. La plupart des gens qui travaillent sur les rails, c'est depuis. Moi, je peux te dire parce que je connais des mecs qui travaillent à la SNCF. D'ailleurs, ils me disaient autour d'une discussion autour d'un bonté à la menthe, qui s'inquiétaient pour l'avenir parce que les gens qui travaillent aujourd'hui sur les rails, dont la plupart sont des sociétés privées et qui emploient des gens qui ne connaissent absolument rien au rail et qui pour beaucoup ne sont même pas français d'ailleurs. Mais non, j'ai pas fini. Non, mais attendez, j'aimerais bien voir. Ben oui, mais on n'a pas beaucoup de temps, il nous reste 20 minutes. Mais en plus, tu sais, la privatisation donc de ces la privatisation de ces pans notamment donc qui sont gérés par les États, c'est d'autant plus dangereux parce que ces sociétés ont plutôt tendance à vouloir faire des profits, donc à rogner sur tout ce qui est entretien, etc. Et on le voit notamment dans tout ce qui est aviation. Tout ce qui est rentable est vendu aux copains, et tout ce qui est déficitaire, c'est le contribuable qui l'assume. Donc à un moment donné, son plan, on le voit bien, il est bien clair, net et précis. Il n'est pas le seul. Le CICE sous Hollande. On en parle? Bien sûr. Tu me parles de Macron. Oui, non, mais d'accord. Mais Macron, il a continué, c'est la privatisation d'Alstom. Il a quadruplé même, puisqu'il était 11 milliards sous Hollande, il est à 42 milliards. Mais Non, mais on parle de Macron ou on fait toute l'histoire. Ouais, mais sauf qu'on n'a pas beaucoup de temps, malheureusement. On voudrait bien tu protèges Macron. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais lui, tout à l'heure, il a parlé, on l'a pas interrompu. Abdeslam, c'est vraiment son spécial. Abdeslam, je voudrais appeler le Tché Abdeslam, parce que quand tu l'as entendu tout à l'heure, il est encore plus gauchon que nous, là. C'est juste extraordinaire. Eh ben oui, au bout d'un an, qu'est-ce qui s'est passé? Les 17 milliards que t'as parlé tout à l'heure, c'était des mesurettes. T'as bien vu le grand faux débat qui nous a duré pendant 3 mois. Les 30 propositions qui ont été envoyées par le LGF n'ont même pas eu une réponse. Pour tuer les gilets jaunes juste avant les élections. Mais évidemment. Et ils ont disparu, aux européennes. Ah non, mais quoi? Ah, d'accord. Les gilets jaunes? Non, mais je te parle des propositions. Non, mais parce que j'ai dit une fois qu'il fallait pas confondre le peuple et la foule. Et que c'est le peuple qui vote. Donc, moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Les gilets jaunes, c'est le peuple. Non, le peuple, par rapport à leurs aspirations. Et on rappelle les sondages. On rappelle les sondages. Les gens qui soutenaient les gilets jaunes n'étaient pas forcément ceux qui allaient dans la rue. Donc c'était le peuple. Voilà. Ouais, mais aujourd'hui, mais le peuple s'est exprimé aux élections européennes et ils ont pas voté gilets jaunes. Nabil qui nous appelle de Paris. C'est pas le peuple qui vote. Nabil, bonsoir. Bonsoir l'équipe. Bonsoir Nabil. Faites-vous une petite place au milieu de la meute. Bah oui, là, c'est dur de faire une place avec un Islam et Bayaki qui prend toute la place, hein. Voilà, merci de le dire. Combien il t'a payé? Combien? Il est écolo, mais pas sur le plateau, hein. Il est écolo, mais pas sur le plateau. Allez hop, prends ça dans les dents. Ah, je vous taquine. Ah, je bosse tous les jours, bien sûr. C'est une émission que c'est la seule, hein, d'ailleurs, hein. Tu as raison de le rappeler. Vas-y, dis-le, rappelle-le.
c'est la seule qui parle des vrais sujets et qui laisse les gens s'exprimer en toute liberté. Et merci à toi, Christophe. Et 2 heures, j'ai envie de te dire, des fois, ça ne suffit pas, Christophe. Ouais, mais après, c'est les heures sup, ça va coûter cher à mes patrons. Mais voilà, non? Non, pas du tout. Moi, je suis pauvre, moi. Comme les gilets. Vas-y, on t'écoute. Je suis un gilet jaune, moi aussi. Christophe, si tu me permets, à l'annonce américaine. C'est vrai que, voilà, ça, je veux dire, ça surprend personne. Les dirigeants arabes, ils ont vendu la Palestine pour leur fauteuil. Hein? Comme pourrait le faire notre président Macron. Hein. Il va bientôt nous vendre à je sais pas qui d'ailleurs. Et du coup, ils font ce qu'ils veulent en fait. Ils avancent les plombs, ça réagit pas et ils vont plus loin. Et je sais pas si tu te souviens, le Golan, Trump a dit que il reconnaissait le Golan comme un territoire israélien. Donc demain, ça va être une partie de la Jordanie et après-demain, ça va être le Maroc et l'Algérie, peut-être. Bon, Algérie, c'est un petit peu plus compliqué quand même. Merci Nabil pour ton avis. T'as raison par contre, si on avait été en épreuve de bac, t'aurais eu 0 pointé. On était hors sujet, mon vieux. Hein. Mais bon, c'est bien en tout cas d'avoir donné ton avis, mon cher Nabil. Merci de ton appel. Allez, le zapping, les gars, il nous reste peu de temps. Si on prend 100 millions d'Africains d'un remplacement de population. Bon, voilà. Parce que les mots bamboula, d'accord, ça développe. Maintenant, moi, très franchement, je vois un barbu Angel là-bas. La réimmigration, c'est le départ des immigrés. Réellement le déradicaliser, est-ce que c'est possible? Donner une bonne dose de cheval. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Alors pas de tunnel de réaction s'il vous plaît, parce que j'aimerais bien faire écouter les 4 extraits du zapping aujourd'hui. Tout dépendra de vous, mes chers amis. Pour commencer, nous étions samedi, place d'Italie, lors de la manifestation des Gilets jaunes, lorsque les citoyens étaient en train d'évoquer le fait d'avoir autorisé une manifestation sur la place d'Italie, qui est en plein chantier, lorsque un citoyen se prend une balle de LBD en pleine face. Écoutez cet extrait. De toute façon, regarde, tu vas pas me dire quoi. Des gens qui sont inaccessibles. T'as pas un truc qui traîne, qui dépasse, toutes les vitrines sont barricadées, machin. Là, il y a aucune vitrine de protégée. T'as des palettes de bois qui sont à disposition. Machin, genre, ils avaient juste oublié de mettre le panneau, servez-vous. T'as raison, c'est vrai. Toute la place, il y a que bien sûr, quoi. Engin de chantier. Mais voilà, il faut venir sur une place qui est en chantier avec les outils de chantier, quoi. Ah oui. Ah mais entièrement raison. Je suis pas exprès. Ne me dis pas que la ville de Paris savait pas. Voilà. Derrière celui-là, c'est bon, j'ai. Vas-y, assieds-toi là. Voilà comment ça s'est... Évidemment, les images sont beaucoup plus violentes, messieurs, hein, sur ce qu'on a pu voir. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo, elle est terrible. Vraiment. Alors, c'est pas une balle de la BD qu'il a reçue, c'est une grenade lacrymogène. Ouais. Bon, quoi qu'il en soit, ça fait pas du bien. Ah oui, clairement. Mais bon. c'est pire encore, pire que le LBD. Mais il a pris. Je sais pas si c'est pire que le LBD, mais en tout cas, il a pris. Il avait explosé le casque. Mais c'est vrai. Alors juste en amont, messieurs, l'avoir autorisé une manifestation, place de la République, qui vous le savez, vous qui êtes parisiens, est en plein chantier. Est-ce que c'est pas quand même chercher un peu la merde? C'est Place d'Italie. C'est compliqué. En plus, le maire du plus la destruction de la stèle du 13. Du 13e, ouais, plutôt, pardon, il avait posé enfin, en tout cas, il voulait pas, que ça puisse se faire là-bas. Et c'était pas, mais c'est la casse qu'il faut condamner. C'est pas le lieu qui a été demandé par les Gilets jaunes. Donc, bien entendu, il faut condamner la casse. Ah, d'accord. Il y a pas de problème. Oui, d'accord. Non, parce que mais maintenant, non, c'est pas le choix des Gilets jaunes. Non, absolument pas. C'est pas le choix des Gilets jaunes. C'est la preuve. C'est pas le choix des Gilets jaunes. Et d'ailleurs, les personnes qui cassent sont pas toujours forcément les Gilets jaunes. D'accord. Donc, au bout d'un moment, je suis d'accord. Je suis d'accord que tu es Macron compatible, mais quand même, faut faire preuve d'objectivité quand même. Tous les matins, ils se concernent devant sa à la limite, je vous entends reprocher à la préfecture la casse. Mais attendez, mais c'est pas la préfecture. J'ai pas reproché. Ni Christophe n'a dit. Non, mais parce que le message de conscience. Là, moi, je suis pas d'accord. Attends, faut pas dire. Je sais très bien que c'est un politique en puissance, mais faut quand même faire preuve de vérité. Je n'ai jamais dit que c'est la police. Je n'ai jamais dit que c'est la préfecture qui a autorisé la casse. Je dis que le lieu qui a été demandé n'était pas celui de la place d'Italie et que le maire du 13e arrondissement a souhaité que ça ne s'organise pas là-bas. Donc, au bout d'un moment, faut que les gens soient responsables. Par exemple, si
fais référence au droit, dans le droit, il y a la culpabilité et la responsabilité. La préfecture de Paris n'est pas coupable de la casse, mais elle est responsable en ce qu'elle ne devait pas être organisée là-bas. Alors, on enchaîne avec un nouvel extrait, un moment de tension, comme il peut y en avoir aussi de temps en temps dans cette émission, le Grand Forum. C'était dans les grandes gueules entre Anas Kazib et Gilles William Gonladen, justement, à propos des manifs. On parle des pompiers, mais on peut voir comment les pompiers, ils ont été réprimés très durement lorsqu'ils ont manifesté. On a même vu des check news, en fait, où quelqu'un avec une veste, s'était mangé une balle de LBD, avait dit je suis pompier, on a dit il est pas pompier, jusqu'à qu'il a fallu faire des check news, à venir à voir qu'il a été... Oui, mais on parle de samedi, là. Il a été sanctionné, oui, mais samedi on est arrivé à quoi? C'est le 53e acte. C'est le 53e acte. Mais je sais que Gilles, si ça t'embête que je parle dès que je vous la bouche. Oui, mais tu es là 10 fois dans la semaine dans cette émission. Il n'est pas 10 fois par la semaine. Arrête, qu'on commence à ouvrir la bouche. Ça veut dire que je commence à ouvrir la bouche. Tu viens de nous faire un tunnel avec un silence de mort. Tu viens de nous faire un tunnel. Tu viens de nous faire un tunnel sans fin sur un sujet qui n'a rien à voir. Tu nous parles de la manifestation des pompiers. Je m'excuse, c'est totalement hors sujet. Non, je t'ai expliqué, je parle de répression, je te parle de maintien de l'ordre. Je te parle de maintien de l'ordre. Donc si toi tu ne sais pas c'est quoi le maintien de l'ordre et que tu ne comprends pas et ton seul fantasme, c'est de massacrer ces salauds de gauchistes fascisants, tu n'as que ça à la bouche. C'est-à-dire que tu ne comprends pas qu'au 53e acte, à un moment donné, la répression, il y a un problème. Je n'ai aucune leçon. Je n'ai aucune leçon de morale. Je te donne pas de leçon de morale. Je te donne pas de leçon de morale. Micro. Je te donne pas la moindre leçon de morale. Je veux bien entendre beaucoup de choses, mais je te prie d'entendre que je ne recevrai aucune leçon de morale de toi aujourd'hui. Je te donne pas de leçon de morale. D'accord, si, là, t'as commencé. Donc, il n'y a pas de fantasme, les Black Blocs sont des petits nervis de l'extrême gauche que tu ne condamnes pas. Tout le reste, c'est de la littérature. D'accord. Pas et plus, toi, est-ce que tu condamnes les blocs identitaires? Est-ce que bien tu sûr. Voilà, oui, d'accord. Oh là là, okay. oh la grande. Allez. Monsieur Anas Khabib. Allez, arrêtons, Gilles. Eh ben, tu me poses une question, je te réponds. Je condamne les blocs identitaires. D'accord? T'es content maintenant? Voilà. Donc, tu devrais m'imiter. Est-ce que tu condamnes, toi, ceux qui font les violents? Mais moi, je condamne la violence. Non. Les violents, là, ceux qui ont détruit, là, par exemple, le monument du maréchal Juin. Est-ce que tu le condamnes? Je vais pas défendre le maréchal Juin. Non, est-ce que tu condamnes le monument? Je préfère condamner la stèle. La stèle des... Non, est-ce que tu condamnes la destruction du monument? Est-ce que tu condamnes la destruction du monument? Non, mais qu'il soit détruit, moi, je vais pas... Est-ce que tu le condamnes, oui ou non? Écoute, non, mais c'est, on n'est pas... Bah oui ou non? C'est pas oui ou non, je suis en train de t'expliquer. Pourquoi le maréchal Juin, je ne vais pas défendre le maréchal Juin. Le corps impéténiste, donc je ne vais pas le défendre. Donc tu valides la destruction du monument. Le maréchal Juin qui a été du côté de Pétain, c'est la démonstration. Je vais pas le faire. C'est la démonstration. Maintenant, ça, je le condamne avec la plus grande fermeté, d'accord? Le fait de casser, de retourner, de casser des stèles, quelles qu'elles soient, de casser de retourner des voitures, de péter des pare-brises, ça n'a aucun intérêt. Moi, je suis pour la grève générale, je suis pour la méthodologie classique du mouvement ouvrier structuré, mais ça, quoi qu'il arrive, ça sera toujours condamné. Parce que lorsqu'on va arrêter un train, un métro, un bus, on dira bande de preneurs d'otages. Donc, quoi qu'il arrive, lorsque tu as le malheur, malgré ta bouche, on a le droit d'être cause d'une grève. Oui, mais on a le droit d'être cause d'une grève. Oui, mais Olivier, tu comprends que quand tu dis aux gens, on a le droit d'imaginer que une grève n'est pas. Olivier, quand les gens, ils utilisent les moyens dits légaux, d'accord? C'est-à-dire celui du droit de grève. Tout le temps. On les traite de preneurs d'otages. Aujourd'hui même, il y a encore une grève dans les RER. Le droit de retraite, c'était une surprise. Ça gueule, quoi, dans cette émission. Vous avez entendu, quoi. C'est insupportable. Alors, je vais vous faire à la Olivier Truchot. Est-ce que vous condamnez la violence? Est-ce que vous condamnez la destruction de la stèle du général Juin? Oui, non. Abdeslam? Oui, je condamne. Oui. Rudy? Ouais, moi je condamne toutes sortes de casses. Non mais quand, non. Est-ce que tu condamnes la destruction comme dans les grandes gueules. Est-ce que tu condamnes la destruction du général Juin? Oui ou non? Non, moi je condamne la casse et je condamne toutes sortes de casses des monuments, y compris celle-ci, ou des mausolées ou des choses comme ça. Mais Toriaki, est-ce que tu condamnes? Ouais, je condamne, mais c'est pas les gilets jaunes qui ont cassé. Qu'on arrête de se foutre de moi, s'il vous plaît. Moi, je suis un spécialiste. On n'a pas dit que c'était les gilets jaunes. Je suis un spécialiste du service d'ordre et du maintien d'ordre. Ça n'existe pas ce qui s'est passé. Les gens étaient nassés, les Black Blocs
ils pouvaient pas rentrer comme ça avec des sabres, des lance-roquettes. Ils avaient des trucs de dingue sur eux. Non mais sérieusement, c'est pas possible. Soit on les a laissés faire et l'objectif est de défoncer le mouvement et c'est ce qui se passe. Et à un moment donné, ça suffit. Le quiz. Sinon le préfet, moi vous me laissez un week-end, vous allez voir les Black Box, il y en aura plus. Toujours cette histoire en fait de condamner, de pas condamner. La réalité, c'est pas ça la question. Il faut avoir une attitude au quotidien qui de toute façon prête à condamner ce genre de choses. Mais les gens ils disent condamner, ça se trouve dans le fond ils condamnent pas. Pub dans un instant le quiz. Oui, le quiz. Encore à tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Ambiance monte petit à petit dans le studio. À l'approche de cette fin d'émission pour le quiz, mesdames, messieurs, entre Bouriaki, Abdeslamitash et Rudy Kazi qui risquent de jouer un médecin. Qu'est-ce qui se passe encore? Le mec est fou. Le mec il arrête pas de sortir des nouvelles règles maintenant. Si tu viens 4 fois par semaine, il faut en prendre qu'un seul. Il vient 5 fois par semaine. Mais non. Forcément, il rendez compte, attendez. Est-ce que vous vous rendez compte de l'image que vous renvoyez auprès de nos auditeurs? C'est scandaleux, c'est honteux. Tu remarqueras que je ne participe pas à ça. Hein. Bah oui, mais tu perds au quiz, donc tu peux pas participer toi aussi. Non, oh là là, il y a un petit tac là. 5-0, des 4-0. Mais j'ai mis un billet sur lui hier. Moi, j'ai mis un billet sur mon petit Rudy. Il dit ça, alors à chaque fois, il veut que je gagne pour pouvoir lui permettre de gagner contre ses... Pour freiner Gamal, parce qu'il a peur de Gamal. C'est pas faux. Bon, bien sûr. Messieurs, le moment est crucial. Il y a un enjeu considérable aujourd'hui dans ce quiz parce que ici présent à ma gauche, Philippe Bouriaki et Abdeslamitash toujours en tête, mais d'un demi-point seulement. C'est ça. Si Bouriaki remporte le match, le quiz aujourd'hui, il passe, et ça serait historique parce que c'est du jamais arrivé pour l'instant dans cette émission, devant Abdeslamitash. Avec quand même 3 participations de plus qu'Abdeslamitash. Ah, fut-il le rappeler? Important de le rappeler. Oui, qui s'est fait voler aussi 3 fois, c'est bon. De réponse. Les pleureuses sont... T'as 3 réponses de plus que moi. Il est habillé en noir comme Calimero. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Non, j'étais en deuil. Attention, je serai intransigeant parce qu'on m'a demandé d'être intransigeant. Celui qui répond avant la fin de ma question, je lui enlève le point direct. Il n'y a pas de discussion. On est d'accord? Ça marche à la fin de la question. T'inquiète pas, tu le sauras. Toi et ta chance. Non, vous me laissez finir, après vous répondez. D'accord? On y va. Je vous souhaite bonne chance, messieurs. Pas moi, je souhaite pas une bonne chance à Abdeslam. Pour la première question. Quel footballeur brésilien marque son 1000e but en 1969? Pelé, et j'ai répondu. Non, j'ai répondu. C'est moi, t'es malade ou quoi? Non, mais t'es malade. Non, t'es malade. Je te jure, je vais pas. J'ai répondu Pelé avant toi. Mais t'as répondu. Il n'avait pas fini sa question. Attendez, je vais mettre tout le monde d'accord, je l'accorde à Rudy. Mais non, tu peux pas. Si, parce que Rudy a été le premier à me répondre après ma fin de question. Non, je te jure, il t'a répondu avant. Non. Je t'en supplie. Les auditeurs, s'il vous plaît. Arrête, c'est pour la vie de ma mère. Arrête, ça y est. Mais tu fais toujours ça, Philippe, mais sois discipliné, mon ami. Arrête, donne une image. Un point. Rudy Abdeslam, il sera le prochain maire d'Orly. Sois digne. Non, il n'y a pas de digne, c'est le quiz. 1-0 pour Rudy, je m'en fous. Attention, s'il vous plaît. D'accord, alors on n'attend pas la fin, on répond. Non. Il a répondu avant la fin. Non, il a répondu après, Rudy. Mais non. Rudy, sois honnête. Non. Rudy, c'est honnête, s'il te plaît. Il avait même pas donné la date. J'ai donné ma réponse après. Après, c'est vrai qu'au départ, j'étais un peu chaud. C'est bon. Allez, et question après, suivante. j'ai répondu après la question. Vas-y. Moi, je prends en considération la première bonne réponse après ma question. Mais non, parce que tu retires un point. Taisez-vous. Mais arrête, c'est fatigant. Je retire rien pour l'instant, mais si ça continue, je vais retirer 3. Tu vas ressembler à Calimero. Alors, on y va pour la deuxième question. J'allais dire que t'as vu, Rudy, un petit peu comment c'est compliqué? C'est terrible. Deuxième question, s'il vous plaît. Laissez-moi bien terminer. Quel président égyptien effectue la première visite d'un chef d'État arabe en Israël en 1977? Anwar el-Sadat. Anwar el-Sadat est une bonne réponse. Ouais, mais il a dit 10 fois. Il a rien dit 10 fois. Arrête. Je n'ai pas vu le quart depuis la mort de Sadat et si tu comptes en années, tu comprendras que Sadat. Voilà, ok. Voilà, en plus, il se permet des jeux de mots en plus. 1 partout. 1 pour Rudy, 1 pour Abdeslam, 0 pour Bouriaki. Troisième question. On attend bien la fin de ma question. Je cherche une femme politique indienne qui fut Premier ministre née en 1917. Indira Gandhi. Tiens. Effectivement. Ah non, mais je participe plus, j'arrête. Comment ça t'arrêtes? Ah, j'arrête. Moi, je participe. Indira Gandhi, 2-1 pour Monsieur Abdeslamitash. Arrête, Philippe, ta mauvaise foi, s'il te plaît. Arrête. Ils ont répondu tous les deux avant la première. Arrête. Là, j'ai pas répondu à la fin. Là, j'ai pas répondu à la fin. Je t'ai pas retiré de point, Philippe. Alors, reste heureux. Tu m'as fait le même coup la semaine. Bon. 2-1 pour Monsieur Itache. Philippe, tu peux encore jouer ta balle. Vas-y. Je joue pas. 4e question.
Je cherche un animateur, réalisateur, comédien et humoriste québécois né en 1939. Roland Maïdan. Non. Il est animateur et présentateur d'une célèbre émission. Surprise. Béliveau, Marcel Béliveau est une excellente réponse, monsieur Itache. 3-1. 3-1. Cinquième et dernière question. Je cherche un coureur cycliste français vainqueur de Paris-Tours en 2001, né en 1969. Virenque. Il est né où? Dans le Var, non, à Toulon. Il est né à Casablanca. À Casablanca? Eh ouais, en 1969. Et le point est pour moi. Et le point est pour Abdeslam Itache. Victoire de Abdeslam Itache, 4-1. 0 pour Bouriaki. Tu ne passeras jamais devant moi, tu m'entends? Jamais. Abdeslam Itache, vainqueur, donc 4-1. Rudy Kazi a mis son petit point quand même. Fallait quand même le remarquer. Philippe, t'avais un petit message de la part de notre ami Kaki. Ouais, pardon, excusez-moi. Tout de suite. Et Philippe, il a mis combien de points là? 0. 0. Vite, très vite, on est en retard. Alors voilà, le vendredi 29 novembre 2019 à 19h, il y a un colloque populaire municipal 2020 qui a une mobilisation avec les habitants des villes populaires. C'est l'association Les Oranges et Mohamed Kaki qui organise ça. C'est à la maison du chemin de Lys, 57 boulevard du Général Leclerc à 92 000 Nanterre. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur www.lesoranges.com. Victoire de Abdeslam Itache donc qui reprend le large et en tête sur France Maghreb 2. Merci Philippe, à demain. Ouais, demain. Tu seras là. Avec Céline Bory et Faiza Ben Mohamed. Merci Rudy, merci Abdeslam. Demain, peut-être. Peut-être. Eh ben, je vais revenir jeudi et vendredi. Merci d'écouter de 18h02 dans un instant Béched. Le journal de Sophie Terrence. Bonsoir Sophie. Bonsoir à tous. Opération reconquête pour Emmanuel Macron face au maire de France. Remontée contre le président, notamment à cause de la suppression de la taxe d'habitation. Dans son discours, le président a salué le travail de ses élus de proximité. Vous l'entendrez. Comment le pont de Mirepoix-sur-Tarn a-t-il pu s'effondrer hier? Le poids lourd est désormais au centre de l'enquête. Et puis c'est la journée mondiale des toilettes. 80% des enfants préféreraient se retenir plutôt que d'aller aux toilettes de l'école. Et ça peut être dangereux pour leur santé. C'est un rendez-vous décisif à 4 mois des élections municipales. Emmanuel Macron a prononcé un discours au Congrès des maires de France. Le chef de l'État s'est félicité d'avoir renoué le dialogue avec les élus grâce au grand débat national après une année 2018 mouvementée où il avait d'ailleurs fait l'impasse sur ce congrès. Votre connaissance du terrain me nourrit. J'ai tant appris à vos côtés, a notamment déclaré le chef de l'État. Le président a aussi rappelé ses engagements et a demandé à être jugé sur ses actes. Emmanuel Macron. Je veux être jugé sur les actes. Les actes, c'est une augmentation de la couverture numérique du territoire inédite. Les actes, c'est l'ouverture des 460 premiers France Service en janvier 2020. 2000 nouveaux cafés dans nos petites villes d'ici quelques mois dans le cadre de l'agenda rural. Les actes, c'est la transformation en cours des logements des centres-villes et des quartiers. Le choix résolu de privilégier le commerce de proximité pour revitaliser les centres-villes. Les actes, ce sont les 42 quartiers de reconquête républicaine qui bénéficient de renforts policiers spécifiques. Et autre temps fort du discours du président, la lutte contre les divisions qui minent selon lui le pays. Emmanuel Macron a annoncé de nouvelles mesures contre le communautarisme dans les prochaines semaines, possiblement l'interdiction des listes communautaires au prochain scrutin. L'enquête ne fait que commencer à Mirepoix-sur-Tarn au lendemain de ce drame qui a fait 2 victimes. Hier matin, le pont suspendu s'est entièrement effondré dans le cours d'eau, entraînant une voiture et un poids lourd. 2 enquêtes sont en cours, l'une de la gendarmerie qui mobilise une trentaine d'agents sur place, l'autre du bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre. Et Olivier Montaigu, c'est bien le poids du camion qui serait en cause. Oui, c'est ce que confirme ce soir le procureur de la République. Le poids serait la cause immédiate et apparente de l'effondrement du pont. Le camion et son chargement atteignaient plus de 50 tonnes, alors que la capacité maximale pour ce pont-là n'était que de 19 tonnes. Le procureur indique aussi que le chauffeur du dit poids lourd connaissait bien le secteur et les voies de circulation aux alentours. Il semble donc s'être engagé spontanément sur ce pont qu'il empruntait régulièrement. Toujours, selon le procureur, un employé de son entreprise et un apprenti étaient derrière le camion et ont tenté d'avertir le chauffeur du risque, mais c'était déjà trop tard. Et les opérations pour sortir la carcasse du poids lourd du Tarn devraient bientôt débuter. La scène a été figée toute la journée pour reconstituer l'accident. Frédérique Vidal ferme la porte à l'augmentation des bourses universitaires, comme le réclament les syndicats étudiants. 10 jours après l'immolation d'un Lyonnais de 22 ans en situation de grande précarité, la ministre de l'Enseignement supérieur annonce en revanche la création d'un numéro d'appel
et la mise en place d'une trêve hivernale dans les cités universitaires. Quel avenir pour Thomas Cook en France? Le tribunal de commerce de Nanterre examine les dossiers des potentiels repreneurs de la filiale française du Voyagiste. Au total, 12 offres de reprise partielle ont été présentées. Elles permettraient de sauver un peu moins de la moitié des effectifs. Le parquet suédois abandonne les poursuites pour viol contre Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, actuellement détenu dans une prison londonienne, faute de preuves suffisantes selon la justice. C'est aujourd'hui la journée mondiale des toilettes, un sujet qui peut faire sourire mais pourtant très sérieux. 60% de la population mondiale n'a pas accès à des sanitaires tous les jours. Mais en France aussi, il y a quelques progrès à faire, Marie Dompère. Selon une étude Harris Interactive pour Harpic, 8 enfants sur 10 n'oseraient pas aller aux toilettes à l'école. Oui, et souvent pour des raisons banales, la propreté en premier lieu. 6 enfants sur 10 trouvent que les toilettes sont sales ou mal chauffées. 1 sur 3 fait part de problèmes de fonctionnement, comme des portes qui ne ferment pas, des lumières ou des chasses d'eau cassées, un manque de papier. Et puis il y a aussi des problèmes de sécurité. C'est un lieu qui est peu surveillé et où certains peuvent se faire chahuter ou violenter. Autant de raisons qui font que les enfants se retiennent pendant des heures avec tous les problèmes que ça peut causer. Des infections urinaires, des maux de ventre ou encore des problèmes de concentration en classe. Marie Dompère, c'est une page de l'histoire du cyclisme qui s'est tournée aujourd'hui avec les obsèques de Raymond Poulidor à Saint-Léonard-de-Noblat. Des centaines d'anonymes sont venus lui rendre hommage, accompagnés de nombreuses personnalités. Il avait 83 ans. Et puis, le tennis, c'est la Coupe Davis. C'est 2-1 pour la France contre le Japon. La paire Pierre-Hugues Herbert, Nicolas Mahut vient de l'emporter. Victoire serrée. Un peu plus tôt, Jo-Wilfried Tsonga avait gagné le premier point pour les Bleus. Gaël Monfils, en revanche, s'est incliné en 2-7. Prochain rendez-vous, jeudi contre la Serbie. Voilà pour l'actualité. Très bonne soirée à tous. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement.